On m'a confié, après avoir remercié bien évidemment les NEAS et Madame Si, la directrice, et tout le personnel des éditions NEA pour tout le travail qu'ils sont en train de faire, la tâche la plus difficile et la plus complexe de ce cinquantenaire. On a mis ensemble les éditeurs pour réfléchir sur la problématique du devenir du livre dans notre pays. On m'a donné 1 heure, 20 minutes, et on est 10 intervenants. Je pense qu'on peut essayer, chacun en 5 minutes, essayer de dégager, en fait de résumer ce qu'on avait prévu de dire en fonction des questions qui ont été posées dans le panel, dans ce qu'on peut appeler les TDR. Je ne me hasarderai pas, on n'a pas le temps pour présenter tous ceux qui sont là. Nous nous connaissons tous, on est nous dans nous. La question centrale qui s'oppose, c'est où voulons-nous que le livre aille dans notre pays? Et il n'y a pas mieux indiqué que les acteurs du livre, parce qu'à cette table sont représentés tous les acteurs du milieu du livre. Tous les éditeurs, la plupart des éditeurs sont là, dans tous les domaines représentés. Nous avons la tutelle représentée par la direction du livre et de la lecture, et nous avons les grands lecteurs et les observateurs qui accompagnent toujours. Je veux nommer Madame le professeur Pendambaou, mon maître. Deux séminaires ont été organisés récemment par la tutelle, dans le semestre passé, où on s'était retrouvés pour faire le diagnostic. En sénégalais, on est très fort pour établir les diagnostics. On sait tous de quoi nous souffrons. Nous n'allons pas consacrer le peu de temps qui nous reste à vouloir refaire le diagnostic. On a 5 minutes, dans les 5 minutes, que chacun d'entre nous dise quelle solution préconise-t-il pour essayer de régler ce problème. Je vais commencer par donner la parole à Madame le professeur Pendambaou. On connaît tout le monde Pendambaou. Je ne dirai pas historienne, je ne dirai pas rien d'autre. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Diallo Armatan. C'est comme ça que je t'appelle, mon étudiant. Il est vrai que j'avais préparé un petit texte. Et dans ma précipitation, j'ai oublié le texte. Mais je vais essayer de résumer, comme vous le préconisez, ce que j'avais écrit dans ce texte. Mais je vais commencer par quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Dans les années 80, jeune conseillère au ministère de la Culture, on m'avait envoyé négocier avec l'ancien directeur, le directeur de l'époque de La Poste, Assane Ndiaye, l'émission d'un timbre pour la commémoration des cérémonies de lancement de la campagne internationale de Gorée. Tout le monde me disait que c'était quelqu'un de très difficile, qu'il va vous renvoyer, etc. Et je suis allée voir M. Ndiaye, il me reçut dans son bureau. Et croyez-moi, je suis restée plus de 2 heures de temps avec lui à discuter. Pourquoi? Parce que j'étais étonnée pour ce monsieur qui était un autodidacte, d'avoir autour de lui des armoires et des armoires de livres. Et il avait toute la bibliothèque de la Pléiade dans son bureau. Toute la bibliothèque, je dis, de la Pléiade. C'est quelqu'un qui avait énormément lu et qui était maître, je peux même dire, de la critique de la littérature. Et c'est incroyable, et c'était un autodidacte. Ce qui m'avait beaucoup rapproché de lui, la discussion autour du livre. Si vous allez aujourd'hui dans les bureaux, je me demande s'il sera facile de trouver un autre Assane Ndiaye au Sénégal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux souligner, j'ai beaucoup lu Joël Dicker, l'affaire Ali Keber.
L'énigme de la chambre 622. Mais quelque chose qui m'a frappé chez Dicker dans tous ses romans, c'est qu'il place l'éditeur au cœur de ses livres et il confond parfois le rôle de l'éditeur avec son maître, son formateur, son professeur. Ce sont les deux personnalités ou les deux personnages importants chez Joël Dicker pour montrer toute l'importance qu'il accorde au succès littéraire, d'abord sa formation, mais aussi l'éditeur qui a la matérialité du livre. Ce que je tire comme leçon, c'est que nous avons ici au Sénégal un problème extrêmement important par rapport à la lecture, c'est que l'élite républicaine aujourd'hui s'est affaissée. Et il n'y a plus cette élite républicaine qui était incarnée principalement par le président Senghor et tous les gens de sa génération, je le dis toujours depuis Présence africaine, Alioune Diop, cette élite républicaine n'existe plus, en tout cas elle est marginalisée dans ce pays. Ça c'est la première chose qui explique pourquoi, je crois, les jeunes ne lisent plus. Nous, on était accrochés au discours de Senghor et il nous renvoyait à un certain nombre d'auteurs qu'on avait hâte de lire et de découvrir, mais surtout les mots qu'il répétait dans ses discours et qu'on reprenait à partir du dictionnaire. Tout le monde a son dictionnaire, la grammaire gréviste, parce qu'il le citait constamment. Et je crois que ça a beaucoup manqué, explique peut-être cette désaffection que nous avons, que les jeunes ont par rapport à la lecture. La deuxième chose qu'on a remarqué, c'est qu'on n'a pas suffisamment interrogé notre environnement. Et cet environnement qui, à mon avis, a beaucoup d'éteint sur la relation ou le rapport que nous avons avec la lecture. Amady Alidien avait l'habitude de répéter, c'est-à-dire nous sommes dans une société, il disait, chronophage. Pour lire aujourd'hui et s'isoler et lire, c'est une entreprise extrêmement difficile, aléatoire dans ce pays. Nous sommes interpellés dans notre société à chaque moment, tout le temps. Mais en plus de cela, quand on prend l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je dis depuis un certain temps, est-ce que cette université va faire émerger un jour un Einstein? Parce qu'on n'a plus cette capacité. Cet environnement est un environnement où une université ne peut plus se développer et se mouvoir. D'abord, il y a la démographie estudiantine, si vous voulez. Pléthore d'étudiants qu'on retrouve dans les rues avec leurs cahiers, sous les lampadaires, sur les gazons. On ne peut pas se concentrer et lire dans ces conditions-là. Il faut l'admettre et il faut le reconnaître. Mais en plus personne ne lit, y compris les enseignants qui auraient dû orienter les étudiants vers la lecture. Ça, c'est le cas de l'université. Une autre dimension aussi sur le plan social qu'on retrouve, quand on va dans des réunions ou des rencontres, on voit les jeunes issus des écoles, les meilleures écoles du Sénégal, Cours Sainte-Marie, école ceci, école cela, mais on est émerveillé par leur niveau de langue, leur niveau de culture, leur niveau de connaissance. Mais je me dis, après le bac, où passent tous ces élèves? Que deviennent ces élèves? Ils disparaissent de la société. On ne les voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Sont-ils partis? Ou la société les a-t-il transformés? Mais en tout cas, on ne les voit plus, ces sujets brillants, ils disparaissent de l'espace public. Ça, c'est une question. Et la dernière question que je pose par rapport justement à notre environnement social, c'est que quand on prend les listes, déjà à l'université, plusieurs années, je l'avais remarqué, les étudiants, sur les listes d'étudiants, on lit les noms on connaît les noms de famille, les origines des gens. Mais ceux qui sont à l'université ne sont plus issus de ce triangle ou de ce périmètre qui fait Thiès, Dakar, le Baol, le Sine, le Saloum, etc. Les jeunes de ces régions du milieu Wolof ne vont plus à l'université, ou sont rares à l'université. Ce sont les jeunes des régions périphériques et les filles qui continuent à croire à l'école, à l'université et à l'éducation. Ça aussi, ça mérite notre réflexion. Et toutes les institutions, d'ailleurs, c'est valable pour toutes les institutions républicaines, on le voit y compris dans l'armée, ceux qui s'engagent à l'armée sont les gens issus de ces régions que je viens. Ce qui fait que l'équilibre, d'ailleurs, sur le plan républicain, cet équilibre est en train de flancher d'une manière ou d'une autre. Ça, je voulais simplement le dire, pour qu'on voit dans quel environnement, justement, la lecture est devenue problématique dans notre société. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la grande question. Et pour comment relever ce défi. Je ne parle même pas de l'invasion du numérique, parce que là, nous avons des personnes
qui peuvent en parler et qui sont à cheval sur justement l'écriture, les éditions traditionnelles et les nouvelles, si vous voulez, les nouveaux supports. Mais je voudrais simplement parler d'une expérience que nous avons eue pour, en tout cas, soutenir la lecture dans ce pays. Ce n'est pas le manque d'argent, ou si vous voulez, le niveau de vie qui exclut les livres de l'univers du citoyen sénégalais. Mais tout ce que je viens de dire, cet environnement est un environnement extrêmement important. Avant, les émissions littéraires avaient un véritable impact dans le pays. Je me demande si on continue encore à suivre les émissions littéraires, et pourtant, il y a des choses intéressantes qui s'y passent. Mais quand on prend ce qu'on a fait, nous, avec des amis, nous avons mis sur pied des clubs de lecture, un book club, pendant plusieurs années, qui continue d'ailleurs, avec des gens comme Anna Sarr, Kéry, Fatou Sow, etc. Ce sont nos aînés, on les a trouvés. Mais ça nous permettait non seulement de lire systématiquement celui qui était prix Nobel, celui qui avait le Goncourt, la personne qui avait le prix du président. On invitait les auteurs et chaque mois, on lisait un livre et on discutait du livre. Et ça nous permettait aussi de discuter d'autres choses. Mais c'était, en tout cas, un élément essentiel. Et on invitait les auteurs qui étaient présents, qui pouvaient être présents ici au Sénégal, en dehors du Sénégal. Et ça nous a donné l'occasion d'avoir des lectures soutenues pendant plusieurs années. Si vous prenez, par exemple, l'ouvrage de Sembène Ousmane, Le Dernier de l'Empire, il parle de ce club de lecture. Dans Le Dernier de l'Empire, ça veut dire que ça fait très longtemps que ce club de lecture est. Qu'est-ce qu'il faut faire pour multiplier les clubs de lecture? Il y en a qui ont essayé, par exemple, je sais derrière Liberté 5, vers Liberté 4, il y avait une bibliothèque privée qui était là, où on essayait de mettre sur pied un club de lecture. Je pense qu'aller vers les clubs de lecture est une idée intéressante. Créer de l'émulation chez les jeunes, pour que ces jeunes aussi s'impliquent comme on le fait avec le prix Goncourt des élèves, d'autres prix, essayer de les impliquer non seulement dans les lectures, mais de pouvoir juger les livres, ça peut être aussi une piste intéressante. Comment, à partir des écoles, on peut amener les jeunes à se retrouver et à essayer de juger la littérature. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de lire les livres qui sont au programme. Les livres qui sont au programme, leur lecture est obligatoire. Mais il s'agit de construire le citoyen, comme on le dit, au XVIIIe siècle, l'honnête homme du XVIIIe siècle. Comment faire pour les amener justement à lire et à développer un goût pour la lecture? Je pense qu'il faut avoir de l'imagination, tout simplement. Je crois aussi, les NEA ont besoin, moi je ne sais pas, je ne suis pas peut-être d'accord qu'on change un peu le nom des nouvelles éditions, trouver autre chose, mais les NEA doivent, comme on le fait avec le mécénat d'État, ceux qui ont les moyens, on doit trouver la possibilité de les amener à acheter des livres pour soutenir l'édition. On le fait de temps en temps avec les arts plastiques. Il faut un mécénat à la fois d'art, des milieux où les gens ont de l'argent, mais notre pays, ceux qui ont de l'argent en général, ce ne sont pas ceux qui s'intéressent à la littérature ou à la lecture. Vous suivez un peu mon regard, tout simplement. Et les nouvelles éditions devront, par exemple, essayer de mettre sur pied des amis de la maison d'édition, pour que ces amis puissent faire leur travail de sensibilisation, mais un travail, je vais bientôt terminer, mais un travail où on va essayer de faire acheter des livres et surtout de subventionner l'édition, parce que sans l'édition aussi, il sera difficile de faire quelque chose. Je voudrais simplement dire qu'il y a une dispersion aussi dans le domaine de l'édition. Il faut que les maisons d'édition se retrouvent d'une manière ou d'une autre pour se soutenir, qu'il n'y ait pas seulement de la solidarité, mais en tout cas une vision commune leur permettant de dépasser toutes les mutations et les difficultés que nous rencontrons à l'heure actuelle. C'est vrai aussi, il faut que les maisons d'édition cherchent à nouer des partenariats, on le voit avec les nouveaux supports qui existent. Mais si on y prend garde, il se passera la même chose qu'avec la presse écrite aujourd'hui au Sénégal. Les nouvelles éditions doivent avoir de l'imagination pour sortir de cette situation. Je termine simplement par une chose, par un vœu. Pourquoi, et ça c'est la grande question que je me suis toujours posée, peut-être Ablaye Kane a la réponse. Quand j'étais jeune conseillère au ministère de la Culture dans les années 80, chaque matin, on avait une réunion avec le ministre Assane Seck. Et parmi les sujets qui étaient discutés, revenait régulièrement la question
justement de l'édition scolaire qui était contrôlée essentiellement par Hachette. Pourquoi on ne peut pas tirer cette édition scolaire de Hachette? Pourquoi il ne peut pas y avoir de partenariat entre Hachette et les nouvelles éditions africaines, les nouvelles éditions? Qu'est-ce qui fait que Hachette contrôle, eux, ils sont là, Vivendi, Hachette, etc., ils s'organisent? Pourquoi on ne peut absolument rien faire pour contrôler l'édition scolaire au Sénégal et avoir les moyens pour faire financer nos maisons d'édition? Moi, c'est une question que je n'arrive pas à résoudre dans ma tête et j'espère que certains me donneront la réponse. Merci. Merci, professeur. Je vais résumer en fait votre propos en un seul mot. Tout retourne à la question de l'éducation. Tout retourne à la question de l'éducation. Et le deuxième mot, c'est de voir comment est-ce que les éditeurs doivent se retrouver. Vous avez parlé de subventions en terminant votre propos, et je pense quand même qu'en le disant, vous interpellez directement l'État. L'État ici représenté par le professeur Ibrahim Allo, directeur du livre et de la lecture, à qui je donne la parole pour qu'il essaye en fait d'expliquer un peu la vision que l'État a pour aider à faire sortir l'édition sénégalaise dans la situation où elle se trouve. Allez, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Micro, ça. C'est le micro. Vous m'avez vu enlever le bonnet. C'est pas parce que j'ai chaud, mais c'est parce que j'ai souhaité avoir une petite liberté pour donner mon point de vue, mon sentiment et opiner sur un certain nombre de questions qui se posent et qu'il faut adresser. Dans la posture du modérateur, je n'ai pas été très à l'aise pour le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité être intervenant en disant à mon ami Amari, si le temps nous prenait, je pourrais à ce moment-là me débiner rapidement pour remettre mon chapeau et aller à la mosquée. On est quand même vendredi. Mais l'autre raison fondamentale qui fait que malheureusement je ne pourrais pas rester cet après-midi, c'est que nous avons une activité importante autour de la Bibliothèque nationale. Abdoulaye a eu raison de dire que nous avions dans l'agenda de cette année une activité de sensibilisation autour des métiers de l'édition. Nous en avons eu une seconde sur la promotion et la valorisation en essayant de repenser la FILDAC. Beaucoup d'entre vous, nous avons fait l'amitié de participer à cette seconde activité. La troisième, démarre cet après-midi et pour 2 jours, nous allons en retraite pour préfigurer la Bibliothèque nationale. Parce que c'est un maillon essentiel qui manque à notre dispositif. Et dans un pays de Senghor, c'est quelque part préoccupant. Hier, j'ai un petit détail que j'ai oublié dans mon propos, puisque le représentant du parrain était là. J'avais envie de dire, nous allons donc commencer à réfléchir sur la Bibliothèque nationale. Si le parrain et bien d'autres mécènes, merci Penda d'avoir utilisé ce terme-là, étaient disponibles pour mettre leur bibliothèque personnelle à la disposition de l'État, je serai le premier demandeur. Donc j'en profite pour réitérer cette demande ici, en espérant qu'elle pourra être relayée et par ailleurs. J'en viens maintenant au sujet. Il y a beaucoup de questions qui se posent, qui nous interpellent. Parmi celles-là, il y en a une qui me préoccupe et au plus haut point. Une interrogation est là sur la lecture. Une anecdote, il faut souvent en citer, et j'en ai beaucoup. Peut-être que le moment viendra où je me mettrai à écrire. On parle beaucoup de mémoire. Enfin, quand on a duré comme moi à ces stations-là, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises, qui serait peut-être bien de consigner un jour ou l'autre. Au titre de ces détails-là, un éditeur m'a invité une fois à une activité dédicace. Il a eu l'amitié et l'amabilité de me donner le micro. C'était pour me dire, sous forme d'alerte, parle-moi de tout sauf de la lecture. Naturellement, non, sauf des bibliothèques, voilà, sauf des bibliothèques. Naturellement, je lui ai parlé des bibliothèques parce que, voilà, ça fait partie des missions essentielles qui nous sont confiées. Pour dire qu'il y a là un problème,
qu'il faut peut-être adresser un jour entre différents opérateurs de la chaîne de valeur. Quand un éditeur peut penser que, au-delà de la bibliothèque, c'est la diffusion qui est interpellée. Quand il peut penser comme ça, royalement, que la bibliothèque, ce n'est pas important, je m'interroge. Oui, la question de la lecture, elle est posée. Et que faire pour donner le goût de la lecture aux nouvelles générations? Alors là, je commence par déplaire. Il y a quelque chose qu'on nous sert partout et à tout moment. Les jeunes ne lisent plus. Je ne suis pas d'accord. Je suis un universitaire à la base. J'aimerais qu'on me prouve par des statistiques que les jeunes ne lisent pas. Je ne suis pas d'accord. Les jeunes sont connectés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent et ils écrivent. Je crois qu'il y a là un paradigme qu'il faut regarder de très près. Et au fond, je me dis, il y a quelque chose qui ressemble à une sorte de malhonnêteté de notre part à nous, adultes, qui consiste à dire, oui, de notre temps, nous, on lisait bien, on était performants, etc., etc. Maintenant, non, ça n'est pas exact. N'essayons pas de nous dédouaner, de transférer nos insuffisances sur une autre partie de la population en négativant leur activité. C'est du jugement de valeur que nous portons sur eux en disant ils ne lisent pas. Mais ils sont dans d'autres univers. Ils travaillent sur d'autres postulats. Et c'est à nous, en tant qu'adultes peut-être, mais surtout en tant que formateurs, de nous questionner et de revoir nos façons de travailler. Quand on me dit que les enseignants ne lisent pas, j'ai honte parce que je fais partie d'eux. C'est peut-être vrai. Mais encore une fois, il faut le chiffrer. C'est important de passer par des enquêtes pour prouver que les gens lisent ou ne lisent pas. Faisons comme si les gens ne lisaient pas. Maintenant, l'autre question, c'est celle de dire que devons-nous faire pour renverser la tendance. Moi, je peux parler pour le compte de l'État. L'État sait ce qu'il doit faire. Il essaie de faire des choses. C'est jamais insuffisant. Il y a 6 jours, j'étais en Bumba pour préparer l'inauguration d'un CLAC, d'un centre de lecture et d'animation culturelle. Nous sommes en train d'en installer un peu partout. Je rends hommage au ministre Makhili Gassama qui avait beaucoup travaillé sur le concept. Voilà, ça fait partie de nos obligations. Les bibliothèques. Nous avons en charge au ministère de la Culture la lecture publique. Je disais hier à un député, non, pas à un maire d'une localité, que ce n'est pas lecture publique comme ça, c'est lecture tout public. C'est tous les publics qui nous intéressent. Donc l'État se préoccupe de la citoyenneté. Et au nom de l'équité territoriale, le citoyen, il est partout, il faut lui assurer une offre. C'est ça le rôle de l'État. Ça n'est pas performant, ça n'est pas suffisant. Quand je dis l'État, y compris les bibliothèques universitaires, j'ai un avis que je peux émettre sur ça. À côté de l'État, il y a moi-même, en tant que citoyen. Alors, pour embêter tout le monde, je me pose une question à moi et je vous la pose indirectement. Quel est le budget que personnellement je consacre à la lecture dans mon budget mensuel, annuel? Quel est le pourcentage que je consacre à l'achat des livres? Alors, quand on aura individuellement et collectivement répondu de façon responsable à cette question-là, alors on se dira, tiens, il y a un problème. Dans toutes nos familles, il y a ce qu'on appelle la bibliothèque dans les salons. Ah ben, qu'est-ce qu'on trouve dans ces bibliothèques-là? Ah ben voilà, tout à fait autre chose que... Donc il y a là une question, oui, l'État a sa responsabilité, on ne peut pas le dédouaner, c'est sa mission régalienne, mais nous aussi. Si nous faisions ce que nous avions à faire, probablement que les lignes bougeraient et dans la bonne direction. Une autre question sur laquelle probablement je suis attendu, la relance de l'industrie du livre. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. C'est heureux qu'à chaque fois on prenne l'exemple de la Côte d'Ivoire en disant oui, il faut faire comme eux. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse possible. D'abord parce que j'ai été assez touché. Mon ego a été fouetté lorsque, je pense au mois de mai ou en juin, on s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Quelqu'un a douté un peu de notre modèle et de nos performances. J'ai dit non. Les Ivoiriens font d'excellentes choses, mais chez nous aussi, nous essayons de faire de bonnes choses.
Ceux qui caracolent en bourse parmi les éditeurs ivoiriens, ils ont fait leurs humanités ici. C'est les NEAS, puisqu'on parle des nouvelles éditions africaines du Sénégal, entre autres. C'est vous qui leur avez appris le métier. Alors maintenant, le problème, c'est de se dire pourquoi nous ne pouvons pas faire autant qu'eux. Le fait de dire, oui, Gbagbo a réglé la question en prenant les subventions, et non, ce que Gbagbo a fait, et qui est possible d'être fait ici. Parce que le financement des manuels, il ne faut pas se le cacher, la question a été posée en 2016. Si je ne m'abuse, c'est Mme Si qui l'a posée à Macky Sall, à ce fameux séminaire sur l'administration, ses performances, etc. Mais le président a été clair. Sur les financements Banque mondiale, les financements internationaux, il y a des contraintes. L'État a une très faible marge de manœuvre. Par contre, ce sur quoi nous pouvons agir, c'est de faciliter le dossier pour permettre à nos éditeurs, à nos professionnels, à condition qu'ils veulent se mettre ensemble, d'être performants et d'être solides pour aller à la conquête des marchés. Je suis informé de certaines initiatives, de certains éditeurs qui veulent bien me parler, et aujourd'hui, ils sont en train d'être performants dans un certain nombre d'appels d'offres qui sont proposés par les partenaires au développement. Donc, le modèle ivoirien, oui, mais c'est un modèle sur lequel nous pouvons réfléchir ensemble et essayer de, à partir de ce que nous avons, sans être obligés de reproduire ce qu'ils ont pu faire, mais d'essayer d'avancer. Moi, j'ai dit à Marie Agathe, vous étiez là au repas, là, quand j'ai pris la parole, c'était pour magnifier cet élan de solidarité entre éditeurs ivoiriens, libraires, etc., etc. Chacun gère son précaré, chacun fait son bénéfice, mais dañoo yéenente jàmm. Ah non, dañoo yéenente jàmm. Ils ont le cœur ouvert, et curieusement, les choses marchent. Alors, est-ce que c'est le cas ici? Je ne sais pas. Peut-être que dans mes mémoires, je pourrais le dire de la façon la plus... etc. Je regarde la montre en même temps parce qu'on me demande de parler en 5 minutes. C'est fini ou il reste encore... Mais vous êtes interpellé régulièrement aussi sur la question du fonds d'aide à l'édition, monsieur le directeur. Oui, c'est pourquoi je demande... Vous passez votre temps à distribuer de l'argent, mais on vous dit que vous le distribuez mal. Je suis très à l'aise. Voilà. Je suis très à l'aise. Parce que je le dis au nom de tous les éditeurs, parce que c'est ce qui se susurre dans les couloirs. Et c'est arrivé à vos oreilles pas plus d'une fois. Dites-nous pourquoi le fonds d'aide à l'édition n'arrive pas du tout à... Je vais citer un papier que j'ai lu hier. Vous faites des choses bien, pourquoi vous ne pouvez pas faire mieux? Fin de citation. Bien, ça veut dire que tu me permets de sortir des 5 minutes. Oui, ça, je voulais parce que... Oui, c'est important. Je suis un peu peiné parce que si l'auteur de cet article-là avait été là, on aurait pu se regarder les yeux dans les yeux et se parler simplement. Il n'est pas là, c'est pas important. Le fonds d'aide à l'édition, c'est un mécanisme qui est là, que l'État a mis en place, qui s'est renforcé d'année en année. Et l'objectif, et il faut qu'on soit précis dessus, ce n'est pas que l'édition en tant que secteur stratégique d'activité uniquement. C'est pour l'ensemble du spectre dont j'ai parlé. Un ministre de la République m'a dit, ta mission devrait être de travailler à faire en sorte que le bon livre soit lu. Il y a 3 éléments dans cette phrase-là. La création, donc les auteurs, l'industrie qui permet au livre d'exister, l'édition, et maintenant la lecture, la diffusion. Donc c'est toute cette chaîne-là que nous essayons de garder en repérage pour faire avancer les choses. Cela veut dire que sur les 750 millions qui sont distribués, tout ne revient pas aux éditeurs. Nous avons les chiffres. Le moment venu, quand on nous interpellera, on pourra donner des éléments de précision à ce sujet-là. Ça, c'est pour le mécanisme et à quoi il sert. Alors, l'autre reproche, c'est de dire vous n'êtes pas généreux. C'est souvent de très petites enveloppes qu'on donne aux gens. Oui, c'est ça. Par contre, il y en a 2 ou 3 ou 4 à qui vous donnez de grosses enveloppes. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne m'en cache pas. Tant que ce que nous faisons est encadré et validé par l'autorité, pour le reste, voilà,
Les gens feront les commentaires qu'ils voudront, je n'y peux rien. Mais je suis un peu gêné parce que je ne peux pas aller dans le détail. Mais je ne regrette pas que le ministère de la Culture ait accompagné ces 4 ou 5 éditeurs pour leur permettre aujourd'hui d'avoir une industrie éditoriale, de pouvoir faire du livre de qualité, de travailler à la promotion de leurs auteurs, mais aussi de verser les droits d'auteur. Ça, c'est important. Ah oui, chers amis, regardons de près ça. Il n'y a rien de plus difficile que la création, que l'écriture. Mais Aqla, dans le dispositif, il est prévu que 15% des ventes annuelles soient restituées aux auteurs. Mais je connais des maisons d'édition qui sont en contentieux ouvert avec... nous avons reçu des courriers d'auteurs remarquables de ce pays qui nous disent « Je vous invite à dire à tel éditeur de ne plus toucher à mes livres. » Mais oui. Alors, commençons aussi par régler les questions très simples. Parce que, bon, on est tous croyants. Hein? Moi, je suis de ceux qui pensent que en versant régulièrement ces 15%, lors de faire barquer c'est une ligue. Je peux me tromper, mais c'est ma conviction. C'est ma conviction. Oui, le fonds d'aide subventionne des entreprises qui marchent. Et moi, je suis particulièrement heureux de savoir que ces entreprises-là, aujourd'hui, en dehors du fonds d'aide à l'édition, elles pourraient continuer à vivre et à bien vivre. Quand je dis entreprise, ce n'est pas que les éditeurs. C'est aussi les librairies. C'est aussi certaines imprimeries avec lesquelles nous travaillons. Alors, maintenant, les lignes doivent bouger, c'est clair. Et c'est par là que j'apprécie positivement cet article-là quand il dit « il faut faire mieux ». Oui, on peut faire mieux et on devrait faire mieux. Nous, en tout cas, en tant qu'État, si notre petite voix peut être entendue, nous aurions suggéré que pour faire mieux, il faut que nos amis de la chaîne, je ne parle pas que des éditeurs, se prennent un peu plus au sérieux, pour certains d'entre eux. Ce qui a motivé le séminaire que nous avons organisé au mois d'avril, de sensibilisation sur les métiers d'édition. C'est un entretien que j'ai eu avec un éditeur que j'aime beaucoup. Dans la discussion, la question du livre s'est posée, la question de la définition du livre. Moi, je suis enseignant à la base. Il y a des choses qui me préoccupent un peu. Bon, quand après j'ai compris que cet ami ne savait pas ce qu'était la définition du livre, je me suis dit non, il faut quand même qu'on se parle sérieusement. Bon, on me demande de conclure. Je ne sais pas quoi dire en conclusion. Pour l'État, il y a urgence de renforcer les moyens, ça c'est clair. Il y a urgence aussi à travailler à réorganiser le secteur. Ah ben oui, il y a 6 mois, nous avions dans notre base de données, pour les éditeurs qui se signalent à nous, il y en avait au moins 60. Mais aujourd'hui, si on faisait le point, on ne serait pas loin de la centaine. Un éditeur a écrit qu'il faisait de l'édition, son cœur de métier, c'était le miel et les abeilles. On a tous les jours. Alors, il faut qu'on travaille ensemble à mettre un peu d'ordre dans cette affaire-là. Voilà. Depuis 2008, beaucoup de gens sont venus à l'édition, les uns par passion, les autres pour faire du profit. Alors, il est temps que ceux qui viennent par passion restent, ceux qui ont une ambition éditoriale très claire soient appuyés et se développent, et que les autres aillent faire autre chose. Ça, c'est de la responsabilité de l'État, c'est clair. Nous allons travailler sur la loi sur le livre, qui va régler un certain nombre de questions à ce séminaire-là. Mais c'est aussi de votre responsabilité en tant qu'association. Vous vous connaissez entre vous, définissez mieux les critères, dites à ceux qui ont de la passion et qui ont un projet entrepreneurial de rester avec vous, mais les autres qu'ils aillent faire autre chose. Sur ce, merci, merci, professeur Rivaldo. Je te remercie pour le bonnet. C'était très, très bien.
vous avez parlé avec le cœur et vous avez évoqué une question, la problématique des droits d'auteur. Qui parle de droits d'auteur, parle d'auteur surtout. Et à la table, nous avons une autrice qui, allez, je ne vais pas lui demander de parler au nom de tous les auteurs, mais en tant qu'auteur, qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle pense peut être utile à relancer cette histoire, en fait notre business. Zoubida, vous avez la parole. Merci beaucoup Abdoulaye, bonjour tout le monde. Je suis Zoubida Benjeloun, pour ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, ils connaissent Zoubida Fall. L'un ou l'autre, en fait, vous pourrez me retrouver. Je suis la fondatrice de Du Coq à l'âme. Je suis auteure, je préfère cette appellation, auteur avec un E plutôt qu'autrice. Je suis aussi productrice de podcasts. À chaque fois que je dis podcast, j'entends un. Je suis productrice de podcasts et je suis aussi hôte de podcasts depuis quelques années maintenant. Et donc, je fais le podcast Conversation féminine pour les femmes qui sont dans la salle et j'ai eu l'immense privilège de pouvoir avoir professeur Pendembo avec moi. Je vais y aller très vite. Je parle très très vite en normal, mais comme on a 5 minutes, ça risque d'être encore plus accéléré. Mais normalement, vous n'aurez pas de souci d'articulation. Donc, je suis auteur, mais à la base, il n'était pas prévu pour moi que j'écrive un livre papier. Parce que je n'ai pas ce lien-là avec ce support papier, même si je suis une très grande lectrice de tout temps. Je suis une très grande lectrice, je lis beaucoup. Mais je n'ai pas ce rapport au physique du papier. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, j'ai entendu, toute mon enfance, j'ai entendu les jeunes ne lisent pas alors que je passais mon temps à lire. Les gens que je connais autour de moi, je passais aussi leur temps à lire. Et comme disait M. Lo, pour moi, c'est faux de dire que les jeunes ne lisent plus. Par contre, ils lisent différemment et ils ne lisent certainement pas les choses que vous lisez. Parce que vous ne pourrez pas faire lire à un jeune Phèdre. Vous ne pouvez pas lui faire lire Icare. C'est pas possible. Merci, professeur. Alors, à ces jeunes-là, si vous utilisez, votre référentiel de ce qu'est la grande littérature pour les juger par rapport à ça, bien évidemment, ils ne lisent pas. Mais ils lisent de manière différente, parce que pour moi, lire peut se faire de plusieurs manières. Et écouter en fait partie, regarder en fait partie, et ils lisent sur des supports que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, et dont vous n'avez jamais entendu parler. Et du coup, oui, vous allez les voir scotchés à leur téléphone toute la journée, mais ils font X mille choses, et parmi ces choses-là, il y a de la lecture. Alors si nous, en tant qu'auteurs, nous souhaitons faire en sorte que ces jeunes s'intéressent à ce que nous écrivons, ou bien il va falloir les écrire dans un langage qu'ils comprennent, avec des outils qui sont à leur portée, ou alors réadapter un certain nombre de choses pour espérer qu'eux les liront un jour. Je ne connais pas de ma génération à celle qui vient jusqu'à celle de ma fille, ils ne comprennent pas pourquoi jusqu'à présent j'ai lu sous l'orage et lis encore sur l'orage. Et les programmes scolaires, je vais mettre les pieds dans le plat, les livres au programme scolaire, plus aucun d'entre eux ne les lisent. Il y a des fiches résumées sur Internet, ils les téléchargent, ils lisent le résumé. Quand ils viennent faire devoir, ils gèrent le résumé, après ils passent à autre chose. Parce que rien dans ce qui est proposé ne les intéresse. Si vous ne le savez pas, vous pouvez faire 90 000 choses, ça ne fonctionnera pas. Et vous continuerez à leur dire, vous ne lisez pas. Ils lisent. Donnez-leur ce qui les intéresse, ils les liront. Aujourd'hui, lire se fait de 90 000 manières. Écouter, regarder, échanger en font complètement partie. Ça, c'était par rapport au premier point. On parle de relever le défi de la transition numérique et j'ai fait un exercice simple. Quand je suis arrivée ce matin, j'ai d'abord regardé vos comptes de réseaux sociaux. J'en ai trouvé aucun, à l'exception, on va dire, pour l'Harmattan. Eux, ils ont une présence, etc. Mais il n'y en a aucun. Donc peut-être que vous faites, en tant qu'éditeur, un travail qui est extraordinaire, mais il n'est pas accessible à votre cible. Ces jeunes à qui vous parlez, comment vous allez le faire? Ça ne leur est pas accessible à ces jeunes-là. Et du coup, vous ne les trouverez pas. Des auteurs comme moi, ils me trouveront parce qu'ils savent qu'en tapant mon nom, juste en tapant mon nom sur Internet, ils ont accès à une autre chose, c'est de lire de manière totalement gratuite. Parce que tout ce que j'écris est accessible gratuitement sur Internet, sauf le livre que j'ai édité, que j'ai dû éditer en auto-édition. Ça, je n'aurai pas assez de temps pour parler de cette partie-là, de partir en auto-édition sur ce livre, mais sinon tout ce que j'écris est accessible.
Quand je pense, on a un autre souci qui est un souci de transmission des voix, d'identification de nouveaux rôles modèles. Tout le monde ici se plaint que ces enfants, par exemple, ont des rôles modèles qui ne sont pas des rôles modèles que nous connaissons. C'est des rôles modèles qui viennent d'ailleurs. Mais comment ça se fait? Parce que leurs histoires ne sont pas racontées. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est professeur Pendombo dans cette salle. Sortez de cette salle, peut-être les autres générations ne le savent pas. Et vous espérez qu'ils vont le voir peut-être dans des biographies qui sont enfermées dans des bibliothèques, ils ne les verront peut-être pas. Mais si je vais à cette rencontre-là en leur proposant un podcast, en leur proposant un mini-reportage, en leur proposant des capsules qui sont des reels sur Instagram ou des vidéos sur TikTok, ils découvriront ce qu'est Pendombo et vous participez à la transmission d'une autre manière. Et ce sont des questions qu'il faut impérativement adresser afin de pouvoir espérer qu'il y ait un renouveau, en tout cas dans l'édition dans nos pays. Toutes les grandes maisons d'édition européennes qu'on connaît ont des présences sur ces réseaux sociaux que vous considérez comme étant triviaux. On parle de TikTok avec énormément de dédain, comme un truc parallèle où on voit des choses un petit peu pas très nettes. Je vais vous apprendre une chose. Si dans votre TikTok, vous voyez des choses pas nettes, c'est parce que vous regardez des choses pas nettes. Parce que le TikTok, en fait, est fait spécifiquement, le For You page, il est fait spécifiquement pour s'alimenter en fonction de ce que vous regardez. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît sur les réseaux sociaux et ça fait rire tout le monde. Quand quelqu'un vient se plaindre en disant « Moi, je ne comprends pas sur TikTok, je ne vois que des vidéos de femmes à moitié nues », c'est parce que vous regardez des vidéos de femmes à moitié nues. Excusez-moi, c'est comme ça que... Mais parce que TikTok a un des meilleurs algorithmes, TikTok a un des meilleurs algorithmes pour ça. Toutes les choses qu'on raconte, les choses choquantes, je n'en vois rien sur TikTok, je ne vois pas ça. Quand je suis sur ma timeline Twitter, il y a plein de choses, je ne les vois pas parce qu'on apprend à les nettoyer, on apprend à travailler et c'est là-bas où vous trouverez votre cible si vous espérez qu'elle lise un jour. Professeur Pendombo a parlé des book clubs. Professeur Pendombo a parlé des book clubs et c'est intéressant. Il y a des book clubs de plus en plus sur Internet aussi. Par exemple, si je reste sur Twitter, il y a le book club qui s'appelle La Bibliothèque. Eux, ils ont plein de livres. Ils ont des valises de livres, en fait. Et ils organisent, par exemple, des rencontres dans un restaurant. C'est un peu plus sympa, quand même. Hein. Chacun accepte de participer, de venir payer 5 000, 10 000, etc. Vous vous retrouvez à 10, 15, et vous venez, on ouvre des valises de livres. Les gens choisissent des livres, ils discutent autour de livres. Donc, ces initiatives-là existent. Elles se sont délocalisées. Sur Clubhouse, pour ceux qui connaissent Clubhouse, pendant presque 2 ans, tous les vendredis, on a eu des soirées de littérature où on prenait un livre, on le lisait, on se retrouve sur un réseau social et on parle de livres pendant 3 heures. Vous n'êtes pas dans ces endroits-là, c'est une réalité. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir ce même rapport avec la lecture et le livre que ces jeunes-là. On va parler de la médiathèque de Bargny. J'offre des livres. Quand je sors un livre, je prends des livres et je regarde des initiatives comme ça sur les réseaux sociaux et je prends des livres de ma poche que je leur offre pour espérer, on va dire, remplir ces bibliothèques-là. Parce que même si je suis une grosse lectrice, ma mère n'a jamais eu besoin d'acheter de livres. Parce que je viens d'une famille modeste. Ma mère n'a pas eu besoin d'acheter de livres. Ce qu'elle faisait, par contre, à Saint-Louis, il y avait la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui avait une bibliothèque à Duguay-Clédor. Je suis de Saint-Louis. Et donc, je passais ma vie dans cette bibliothèque-là. Et l'autre bibliothèque qu'il y avait à Saint-Louis, c'était la bibliothèque de l'Institut français. Je ne parle pas du centre culturel régional, la bibliothèque de l'Institut français, où, pour des participations symboliques, vous pouviez accéder aux livres. Et les distances à parcourir n'étaient pas énormes. Aujourd'hui, ce sont des choses qui ne sont plus forcément accessibles. Et les élites qui peuvent se permettre d'acheter un livre ne sont peut-être plus intéressés par le livre. Donc, ceux pour qui ce serait de la nourriture n'y ont pas cet accès-là. Et donc, il va falloir les trouver sur d'autres plateformes pour espérer que ça puisse avancer ensemble. Désolée, j'ai pris beaucoup de notes. Et M. Diallo voulait que je revienne un petit peu sur l'auto-édition. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, ce qui m'a motivé par rapport à l'auto-édition, je suis de la génération d'Internet. J'ai été adolescente au moment où Internet est arrivé au Sénégal. Et donc, j'ai grandi avec ça. S'il n'y avait pas eu Internet, je n'aurais pas eu peut-être tous les métiers que j'ai eus ou le parcours que j'ai eu jusqu'à présent. Et donc, du coup, quand je cherche quelque chose, je cherche ça sur Internet. Je ne vais pas aller chercher je cherche ça sur Internet. Et donc, quand j'ai commencé à écrire et à publier, après, à un moment, je me dis, ah tiens, ce serait sympa de faire une expérience de livre, en fait, pour voir ce que c'est. Et donc, quand j'ai cherché sur Internet, j'ai vu des maisons d'édition. Il y en a au Sénégal, j'ai dû en voir 3 sur Internet, à tout casser. Certains avec des sites Internet qui n'étaient pas forcément accessibles. Et je suis de cette génération que quand votre site n'est pas accessible, je ne suis pas sûre que je peux vous faire confiance par rapport à quoi que ce soit.
Et donc, sur les autres, il y a aussi des soucis de contrat, parce qu'il y a aussi j'ai un côté un peu militant, vous aurez dû le remarquer sur les bords, qui fait que, en fonction des types de contrats, etc., je n'étais pas forcément à l'aise pour pouvoir partir. Et donc, on parlait de droits d'auteur et tout. Et du coup, je me suis dit, allez, et j'aime faire les choses. Après ça, c'est autre chose. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas? Et ma communauté, parce que j'ai une communauté qui me lit depuis des années sur Internet, qui me disent, je leur dis, OK, je suis en train de chercher une maison d'édition au Sénégal, ce que je trouve ne me va pas, parce que j'ai documenté toute cette aventure-là. Ne me convient pas, celle-là, il y a ça, celle autre, il y a ça, l'autre, je ne peux pas lui faire confiance. Et les maisons d'édition européennes, eh ben, elles sont européano-centrées. Et je n'ai pas envie que la manière que j'ai d'écrire, parce que quand j'écris, je mélange le français au Wolof, parce que c'est mon parler est comme ça, parce que nous nous sommes appropriés la langue, comme dit Fatou Diom, c'est notre butin de guerre, on en a fait un certain nombre de choses, c'est notre langue. Et donc, je n'avais pas envie qu'il y ait une correction de cette manière de parler, et le message que j'adressais n'était pas fait pour un public européano-centré, parce que je considère que nous devons partir de nos centres à nous, et du coup, il y avait toutes ces considérations-là, et ma communauté a commencé à cotiser. Crowdfunding, tout simple. Et ils ont dit, OK, on va payer pour que tu édites ton livre. Donc, ils ont payé. Ma communauté a payé, on a cherché l'imprimeur, ils ont envoyé l'argent. On a pu collecter environ 5 900 000 pour pouvoir faire en sorte que les premiers exemplaires du livre. Donc, j'ai des amis lecteurs professionnels, etc., qui, eux, ont pris la partie lecture. J'ai des amis qui écrivent en Wolof et qui sont de vrais militants de la langue, qui, eux, ont géré toute la partie correction Wolof. Et l'un dans l'autre, on a pu corriger le livre, l'éditer. Et quand on l'a édité et que le livre est sorti, j'en ai vendu, je ne sais pas combien d'exemplaires, même avant sa sortie, directement en passant par les réseaux sociaux. Et la distribution a été faite par la communauté. Donc, j'avais des gens, par exemple, je crois qu'il n'y a qu'en Australie que le livre n'est pas arrivé. Et tout ça, sous les radars, complètement, de tout ce qui est maison d'édition. Et c'est comme ça que j'ai fait cette aventure-là. Et encore aujourd'hui, je vends. Voilà. Merci. Ah, j'aurais aimé répondre à votre question sur l'achat du livre sur le budget mensuel. Alors, je pense qu'on va continuer sur le fil de Zoubida. Je vais tout de suite donner la parole à M. Marc-André Lodou, qui est le directeur des nouvelles éditions numériques africaines, non? C'est ça, NENA. Qui est là depuis quelques années, qui a une expérience avec les maisons d'édition. On n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Monsieur Lodou, je pense que depuis quelques années que vous êtes là, vous avez une expérience. Qu'est-ce qui, selon vous, doit être amélioré dans ce projet pour faire en sorte que les maisons d'édition, en fait, que l'édition puisse aller de l'avant, et surtout l'édition numérique pour laquelle je ne vais pas vous dire que vous militez, mais en tout cas dans laquelle vous travaillez. Bonjour tout le monde. La commémoration du 50e anniversaire d'ENEAS ne vise pas qu'à mesurer le chemin parcouru depuis l'initiative du président Senghor. Elle se veut aussi l'occasion de réfléchir sur une stratégie de développement d'une industrie nationale du livre. Permettez-moi de vous communiquer les éléments d'une telle stratégie du point de vue particulier qui est le nôtre, celui d'une maison d'édition numérique, pionnier et leader dans son domaine en Afrique. Cette stratégie se décline en 4 points. Premièrement, il faut numériser. Est-il besoin de dire que nous sommes à l'ère du numérique, donc aussi du livre numérique? Certains préfèrent toucher du papier et humer l'odeur de l'encre. C'est le cas de la majorité de notre génération. Mais est-ce le cas de nos enfants collés sur l'écran de leur téléphone ou du téléviseur? Or, tout le monde a dans sa poche ou dans sa main un lecteur de livres numériques, votre téléphone. Numériser veut dire transformer des publications originales en livres numériques interactifs, avec liens de navigation dans les tables de matière, les renvois, les index, dans les formats de l'édition numérique. Aucun rapport, donc, avec le fichier PDF ayant servi à l'impression. Mais numériser ne signifie pas décréter la mort du papier. Au contraire, le numérique va donner une impulsion puissante à l'impression de livres. Mais ce sera l'impression à la demande. L'avenir du livre imprimé en Afrique, c'est un réseau d'imprimeurs à la demande. En quoi devront se transformer les actuelles librairies physiques?
Depuis un entrepôt en ligne de tous les livres numériques disponibles, il leur suffira de télécharger le PDF imprimable pour une impression immédiate locale pendant que le lecteur boira le café qu'on lui aura offert. Que faut-il numériser? Voyons grand. C'est le patrimoine écrit de l'Afrique. De toute l'Afrique, francophone, anglophone, lusophone et en toute langue nationale. En fait partie le patrimoine du Sénégal, dont fait partie en particulier le catalogue d'Énéas. On peut aujourd'hui continuer par là. Deuxièmement, il faut des bibliothèques numériques, des bibliothèques de livres numériques. Vous souvenez-vous, il y a quelques années, quand vous vouliez voir un film, vous alliez à la boutique du coin qui vendait ou louait pour 3 jours une vidéocassette. Aujourd'hui, plus une seule de ces boutiques n'existe. Que faites-vous? Vous vous abonnez à Netflix qui vous propose des collections de films, films de fiction, de documentaires, de jeunesse, etc. Il en va pour le livre numérique comme pour la vidéo numérique. Le modèle économique principal du livre numérique, ce n'est pas la vente individuelle des 10% meilleurs vendeurs des livres publiés, c'est l'abonnement périodique, répétitif, à des bibliothèques numériques thématiques avec 100% des livres publiés. Ce qu'il faut, c'est le Netflix du livre numérique africain, c'est-à-dire un packaging des livrets africains par domaine, par clientèle visée ou tout autre critère, notamment des bibliothèques numériques universitaires pour l'édition savante, des bibliothèques numériques communales pour les communes qui accomplissent leur mission culturelle en offrant à leurs citoyens l'accès à une bibliothèque numérique pour le grand public, des bibliothèques numériques scolaires pour que les élèves aient tous accès non seulement à une liste facilement élargie des œuvres au programme, mais aussi à des milliers d'autres ouvrages à découvrir. Des bibliothèques numériques personnelles pour les passionnés de la lecture, il y en a quand même, ils peuvent trouver de quoi les régaler. Ces bibliothèques numériques peuvent être accessibles en ligne avec un ordinateur ou un équipement mobile, ou, pour les régions éloignées sans bonne connexion Internet, elles peuvent être locales, sur ordinateur, sur un parc de liseuses, qui sont l'équipement de lecture numérique le plus convivial, ou sur carte à puce. Pour les auteurs et éditeurs, les bibliothèques numériques ont des avantages. Plus de plagiat. Désolé pour les librairies par terre, pourquoi dupliquer des livres qui sont déjà accessibles à tous? Plus de revenus réguliers. Ils se partagent l'assiette des redevances année après année. Qu'est-ce qu'on attend de l'État? Qu'il fasse du livre ce qu'il doit être, à savoir un bien commun, accessible à tous et pour cela gratuit. Que l'État paye les abonnements aux bibliothèques numériques. Ce sera la meilleure façon d'appuyer financièrement et équitablement les auteurs et les éditeurs en leur répartissant périodiquement l'assiette des redevances sur les abonnements au prorata des catalogues et des consultations. Troisièmement, il faut faire la promotion de la lecture numérique. L'accessibilité universelle à des bibliothèques de livres numériques ne va pas automatiquement faire que tous vont se mettre à lire. Et il faut aussi promouvoir le goût et l'habitude de la lecture. Mais ici, on parle de lecture numérique. Or, le numérique donne l'occasion de nouvelles activités de promotion de la lecture. Par exemple, des clubs de lecture, on en a parlé, où chacun peut avoir lu le livre avant d'en débattre au sein du club. Des rencontres avec les auteurs après avoir lu leur livre. Des concours d'écriture où les œuvres primées sont aussi publiées. Quatrièmement, il faut une guidance collective. L'essor d'une industrie africaine, et pour commencer sénégalaise, de l'édition, ne peut être que l'œuvre des acteurs de la chaîne du livre, auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, lecteurs. Il faut un collectif composé de mandataires de ces acteurs, adhérents à la stratégie, chargés de guider démocratiquement les opérations et associés à une plateforme opérationnelle de mise en œuvre de la stratégie. Modestement et dans les limites de nos moyens, nous, NENA, nous travaillons à la réalisation de ce plan de développement de l'industrie africaine de l'édition. La numérisation du patrimoine de l'Afrique a commencé. NENA est une usine à production de livrets, de livres numériques, au service des éditeurs africains et qui a converti à ce jour près de 4000 monographies et articles d'auteurs africains en tout domaine, suite à des ententes de coédition numérique avec une centaine d'éditeurs de toute l'Afrique.
Nous avons réparti nos livres numériques dans une dizaine de bibliothèques numériques visant une diversité de clientèle et accessibles par les divers moyens énoncés précédemment. Nous avons mis en place et nous gérons une plateforme, la Librairie numérique africaine, d'où nos bibliothèques numériques sont diffusées. Bien que NENA en soit l'initiateur et l'opérateur, nous considérons que la destinée de cette ressource est de devenir un bien commun de l'industrie africaine de l'édition. Dans cette perspective, nous souhaitons lui associer un comité d'orientation composé de personnes issues de l'industrie du livre et chargé de conseiller sur les évolutions et le développement de cette plateforme. Un appel est lancé. Merci de votre attention. Merci, M. Nena, pour... M. Ledoux, des éditions Nena, bien évidemment. Désolé, moi je suis M. Armatan. Nous allons continuer, redonner la parole en fait à un auteur qui certainement aura une autre perspective que celle que Zoubida Fall de la génération NTIC nous a proposée. Je veux parler de Moussé Narou Mbang, qui est auteur aux Nouvelles Éditions africaines du Sénégal. Monsieur Mbang, vous pouvez répondre. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais dire que je ne suis pas scénariste des événements d'aujourd'hui. Mais j'ai demandé hier à Madame la directrice de m'introduire aujourd'hui. Puisque depuis hier, on ne parle que de livres. Alors que le malheur scolaire d'un livre. Le malheur scolaire, c'est un livre. Donc c'est un oubli. Et ça, je l'ai rappelé au nerf. Donc je m'appelle M. Narumbeng, inspecteur de l'enseignement élémentaire à la retraite. Auteur et co-auteur de plusieurs manuels scolaires et parascolaires en usage au Sénégal et à l'étranger. Je suis entré au NEA depuis 1989, grâce à la formation que j'ai reçue à l'INEAD, dont l'un des formateurs est là, M. Moustapha Ndoye, et un collègue formateur en manuel scolaire, M. Issa Gueye, qui sont aussi des collègues inspecteurs de l'enseignement élémentaire. Ils m'ont formé, ils m'ont formaté depuis 1987. Je suis entré au NEA en 1989. Depuis 1972, les NEA ont eu 7 directeurs généraux. Depuis 1972. J'en ai traversé 5, ce qui fait que j'ai fait 33 ans au niveau des Nouvelles Éditions africaines du Sénégal. Depuis Doundiaï, Jacques de Longeville, François Boireau, Seydou Sow et présentement Amissi. On l'appelle fraternellement Amissi Amintessi. Donc je suis bien du milieu. Si j'ai tenu à prendre la parole, on ne parle que de contes. Dans le manuel scolaire, il y a des contes. La poésie. Dans les manuels scolaires, il y a de la poésie. Surtout dans les parascolaires. Il y a des nouvelles. Et je vais vous le démontrer tout de suite. Ça, c'est une production des Nouvelles Éditions africaines sorties en 2020. Vous l'avez là-bas sur la table d'exposition. Ça s'appelle Espace CM2 ou le curriculum au CFE. Donc c'est un poème que j'ai écrit en 1969. J'étais élève maître à l'école normale régionale de Mbour. Donc c'était la classe de première. Ça s'appelle Tabaski. Et c'est une Tabaski en milieu debout. Écoutez bien les rimes. J'étais élève. Tabaski, le jour point, le village se réveille. Les moutons qui n'ont pas dormi la veille ont déjà recommandé à Dieu leur âme. Le musulman va célébrer le sacrifice d'Abraham. C'est pas de la poésie. Et c'est des Alexandrins. Déjà à la plage s'anime, parce qu'à Yoff, on lave les moutons à la plage, comme à Saint-Louis au fleuve. Déjà la plage s'anime, et partout les moutons bêlent. Pour les adeptes de l'islam,
la journée sera belle. À Yoff de Diamalaye chez les Layènes, la voix d'un Bilal s'élève ainsi qu'une sirène. Séna Mandione, leur imam depuis des temps reculés, dirige la prière sur le fin sable immaculé. Après la prière, les bêtes sont immolées dans les maisons que les voitures ne cessent de survoler. Partout les coups de hache tombent en cadence. Partout ces ripailles bombancent et dansent. Avec le soir qui tombe, l'extase peu à peu s'éteint comme les dernières braises d'un feu. Moussa Naroumbeng, élève maître en deuxième année, École normale régionale de Mbour. Et j'étais le rédacteur en chef de notre journal qui s'appelait La Voix du Normalien, mars 1969. Un poème, un autre, et moi de Talibé, donc il va sortir après. Guenille et Sébile, mes seuls biens. Mes parents, plus aucun lien. Enfants dans la rue, je dis dans la rue, hein, ce n'est pas de la rue. Enfants dans la rue, ils ne sont pas les enfants de la rue. Enfants dans la rue, gèrent, pieds nus, pauvre hère, tendant la main à courir ma pitance. Mon Dieu, ai-je droit à l'enfance? Ah, l'obol soufflé de prière contre le malheur de l'âme charitable soucieuse de bonheur. Ô maître, le pécule, les mayalwan, à moi, somatul, la férule. Ô maître, le pécule, à moi, la férule. 2 fois j'ai fugué, 2 fois j'ai été alpagué. Tard le soir, loin des noctambules, devant ma planche, assoupi tel un somnambule. Mon Dieu, ai-je droit à l'enfance? Oui, une enfance dans l'errance et la souffrance. Ça va sortir dans un parascolaire communément appelé Anal. L'aveugle. Je suis né aveugle. Vous aviez 5 minutes, vous avez 6 minutes. On peut arrêter les poèmes, vous continuez à développer, s'il vous plaît. Je vais vous donner un texte. Je vais vous lire un texte d'une valeur psychopédagogique indéniable. Je l'ai écrit en me fondant sur un texte que j'ai pris dans l'Almanach africain de 1969 parce que j'ai fait des recherches. Donc ce texte s'appelle Sampé, S-M-P, accent aigu, qui est la prononciation déformée de sans père. Donc l'enfant est né de père inconnu. Sampé est né de père inconnu. Sampé, le fils de la vendeuse de pain, est né de père inconnu. À la sortie de l'école, les enfants se moquaient de lui. Un jour, après une bagarre héroïque avec ses camarades, il a voulu se suicider pour aller se noyer dans le fleuve. C'était un soir. Mais devant la beauté du soleil couchant, il s'était rétracté en train de pleurer. Là, un homme le reconnut et le ramena à la maison. C'était un menuisier. Devant sa mère en pleurs, il a demandé à l'homme d'être son père. 2 semaines après, le menuisier était, donc la vendeuse de pain, était la femme du menuisier. Donc c'est un texte qui est là. Je le saute d'un almanach américain, d'un almanach africain, de 1969. Mais qu'est-ce qui explique votre longévité au NEAS? C'est vraiment la qualité de l'auteur. Tatulène.
ici. Mais vis-à-vis de l'éditeur aussi. Oui. Voilà, c'est la J'ai question. traversé 5 DG. Donc, dans ce texte que je viens de vous lire, ce texte est passé en expérimentation dans des classes de maîtres de CM2, craie en main. Des inspecteurs, un professeur de français au lycée Seydou Nourou Tall. Ils n'ont rien vu dans ce texte qui comporte un véritable obstacle psycho-socio-pédagogique. Et c'est un maître, c'est un professeur de lycée à Yoff qui parfois prenait certains de mes textes, il les prend jusqu'à présent pour les donner en composition. Il m'a dit, Monsieur Mbeng, je lis sans paix, mais je ne peux pas le donner à mes élèves. Pourquoi? Je vous pose la question. Certains sont dans la situation. Très bien, Madame Pendobo. Beaucoup d'élèves dans la classe et au lycée sont dans le cas de Saint-Pé. Il ne peut pas les donner. Hein? Ça, c'est nous les hommes. Voilà. Il ne peut pas les donner parce que les élèves se les bloquaient et ils se les la risaient de leurs camarades, même dans la classe. Merci, M. Mbeng. J'ai écrit un texte sur les cas rapides et j'ai décrit les apprentis. Les apprentis debout sur le marchepied s'accrochent à la portière arrière du véhicule. Jusque-là, ça va. Virgule, le pantalon crasseux ceinturé au bas des fesses. Mais il faut les sortir aussi dans les journaux pour qu'un public plus large bénisse. La valorisation des nerfs, certainement. Aussi déjà des choses. Je pense que vous êtes le directeur des éditions excellentes. Parlez-nous un peu de... Ah, M. Ndoye, pardon, excusez-moi. M. Moustapha Ndoye, bien évidemment, directeur des éditions excellentes, va nous dire ce que vous pensez, voilà, ou ce que vous êtes en train de faire pour que notre aille de l'avance. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. On s'écoute, s'il vous plaît. Monsieur Diallo, grand éditeur. Il ne le dit pas, mais il est grand éditeur. Bonjour à tous. Je suis dans une position très, très gênante parce que je suis presque l'un des derniers à parler. Monsieur Mbeng, on va les laisser. Quand ils auront fini, on va reprendre. Être le dernier à parler, franchement, devant un parterre d'orateurs et de connaisseurs en la matière, de littéraire, alors ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas vraiment aisé. Mais moi, je vais m'y essayer en étant un peu plus pragmatique parce que l'heure nous interpelle. Je vais parler et remercier M. Narou. Il m'a rappelé vraiment nos soirées ou bien nos séances de rédaction au niveau de l'INEAD, parce que c'était quand on mettait en œuvre, quand on écrivait, on rédigeait la collection Sidi et Rama avec ses poèmes, ses contes, ses textes. Et vraiment, c'était émaillé de vraiment de beaucoup d'émotions, parce que la production est d'abord émotion. Alors, dans la foulée, j'ai même oublié de dire que je suis auteur aussi des NEA. J'ai eu à produire avec Khadiatoula Fall, un universitaire de l'université canadienne de Chicoutimi, Boubacar Diaw, Safietou. Alors, cet ouvrage a été édité au niveau des NEA. Alors, moi, je me suis dit, mais tiens, pourtant j'avais réalisé un ouvrage, j'avais écrit un ouvrage au niveau des NEA. C'est tout de suite que je me suis rappelé de ça. Maintenant, venons-en au fait que
il faut parler de sujets qui nous interpellent aujourd'hui. C'est-à-dire comment installer le goût de la lecture. La lecture suppose un environnement lettré qui est conforme au temps et aux besoins des cibles. L'environnement lettré, c'est quelque chose qu'on construit pas à pas. Aujourd'hui, on nous dit que nos enfants ne lisent pas, ne lisent plus. Moi, comme a dit monsieur le directeur, je ne suis pas d'accord. Ils lisent, mais ils lisent ce qui les intéresse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir en amont de ce qui nous interpelle, nous pédagogues, nous éditeurs, c'est-à-dire il faut vraiment que l'enfant, qu'on installe le goût de lire depuis le préscolaire. C'est une graine qu'il faut semer, c'est une graine qu'il faut entretenir pour avoir des fruits qui répondent à nos besoins. Parce que l'enfant, aujourd'hui, en tant qu'éditeur, j'ai eu à analyser des ouvrages. Mais ces ouvrages sont indigents en texte. Il n'y a pas beaucoup de textes. Il y a certes des activités, mais il y a beaucoup de textes. Il y a peu de textes. Alors, et là, l'enfant n'a pas l'occasion de lire. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nos mamans, quand nous voulions dormir, nous berçaient avec la lecture de quelques ouvrages, des contes notamment. En fait, c'est des habitudes qui se perdent. Donc, l'intervention des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont fait que quand, par exemple, il y a un vide, mais ce vide-là est comblé. Et les TIC sont venus combler ce vide avec maintenant une réponse au désir de l'enfant qui a envie de lire. Donc, moi, je situe ce problème à ce niveau-là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai dit, il faut reprendre le poil de la bête. Il faut faire en sorte qu'au niveau de nos écoles, qu'on réhabilite les bibliothèques de classe. En son temps, il y avait des bibliothèques de classe. Absolument. Il y avait des coins de lecture, mais les bibliothèques de classe ont disparu. Les coins de lecture ont disparu. Ce n'est pas parce que l'État doit pouvoir faire ça, mais les maîtres eux-mêmes doivent essayer de monter leur bibliothèque de classe. Moi, je me dis que ça, il faudrait qu'on s'y penche, il faut qu'on en parle. Alors, il y a aussi quelque chose qui, en fait, nous interpelle tous. C'est l'introduction des langues nationales. Il faut que la promotion des langues nationales soit une réalité à travers la production d'ouvrages. Certes, on parle de l'introduction des langues nationales. Il y a des classes expérimentales. Il y a beaucoup d'actions de formation à l'utilisation des langues nationales. Mais il faudrait qu'on accélère la cadence, comme on dit, pour que les choses soient concrétisées, pour que les choses soient généralisées au niveau de nos écoles. Ça doit participer à l'environnement lettré de l'enfant. Ça doit aider l'enfant à pouvoir lire des poèmes ou bien des textes en Wolof, et ce qui peut créer le goût de la lecture chez lui. Maintenant, hein? En langue nationale. Oui, africaine. D'accord. Alors, maintenant, il faudrait peut-être que je me mise un peu dans un domaine qui n'est pas le mien. C'est en fait la transition numérique. La transition numérique, j'ai eu à voyager. Alors, un collègue anglophone m'a intermédié. C'était un éditeur. On a travaillé. Alors, il a eu à m'intermédier pour me demander, mais monsieur Ndoye, où en est l'édition numérique dans votre pays? Je l'ai regardé, j'étais un peu gêné. J'ai dit, nous en sommes vraiment à un stade, nous commençons. Alors j'ai essayé de noyer le poisson pour m'en sortir. Franchement. Alors, c'est ce qui m'interpelle pour me dire que nos maisons d'édition
qui sont vraiment des spécialistes du livre papier, doivent avoir au coin de l'œil alors l'édition numérique. Parce que l'édition numérique peut compléter alors l'édition du livre en papier. C'est avec l'émergence des e-books, mais là, c'est une manière de vraiment rentabiliser alors notre secteur. Alors, nos ouvrages qui sont produits peuvent être transformés en e-book. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va booster nos économies au niveau de nos maisons d'édition. Merci, monsieur. Alors, maintenant, moi, ce que je propose, je me dis qu'au niveau des maisons d'édition, toute maison d'édition doit avoir une cellule d'édition numérique. C'est-à-dire, autant il y a des cellules infographiques, il peut y avoir des cellules dédiées à l'infographie, au numérique, avec des productions numériques. Donc, on peut vraiment résolument se tourner vers l'édition numérique. Alors, et dans ce domaine-là, les anglophones sont très en avance. Et ça interpelle aussi la création de plateformes d'échange et de vente en ligne au niveau des maisons d'édition, de nos maisons d'édition. Et ça, oui. Donc voilà. Maintenant, je m'excuse un peu. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. C'est le problème de l'appui de l'État. Il faut se féliciter qu'il y a un fonds d'aide à l'édition. Parce que vraiment, si ce n'était l'appui du fonds de solidarité, mais beaucoup de maisons d'édition auraient disparu. Beaucoup. Bon, donc, alors il faut leur tirer le chapeau. Maintenant, il y a quelque chose qui nous interpelle. Nos maisons d'édition sont faibles parce qu'elles tiennent à aller seules. Seuls, ils ne pourront rien faire. Il faut développer le partenariat au niveau des maisons d'édition. Et pour cela, il faut taire les égos, il faut aller en consortium, il faut aller en partenariat au niveau de la coédition, et il faut aussi créer au niveau des structures de diffusion et de distribution. Parce qu'il est bien de fabriquer un livre, mais il est plus difficile de vendre un livre. Alors, si les éditeurs ont leur propre structure de forme de diffusion et de distribution, alors il faut y réfléchir. Merci. Cela nous occupe. Alors, je vous remercie. Ah, excusez-moi. Non, voilà. Il faut parler aussi un peu de la piraterie. La piraterie est en train de tuer presque toutes les maisons d'édition. Alors, il y a des moyens qu'il faudrait mettre en place pour juguler cette piraterie. Merci. Je vous remercie. Merci, M. Ndoye. Nous terminons le tour de table en donnant la parole à M. Issa Tanguay. Issa Tanguay est auteur, je crois, et surtout formateur aussi. Ouais. À l'INER. Je dis, il est consultant également, il travaille beaucoup avec les auteurs et les éditeurs qui font dans le domaine scolaire. Je dis, vous avez vos 5 minutes. Merci beaucoup, modérateur. J'avais préparé mon intervention autour de 3 points, mais je vais sauter les 2 premiers. Il est vrai que résumé, c'est pas sauter, mais je vais sauter compte du temps. Pour aller directement sur des questions. Je voudrais, avant de soulever ces questions, souligner que pendant 10 ans, une décennie, j'ai piloté, coordonné des commissions d'évaluation et d'approbation de sélection d'ouvrages scolaires. Je souligne ça pour dire que j'ai été témoin de la manière dont les éditeurs perdent les marchés. Et je peux témoigner sur certaines causes et peut-être ça peut édifier sur les solutions à opter.
Pour l'état des entreprises d'édition, le directeur du livre a apporté une précision très stratégique. Moi, je croyais qu'on est à 40 éditeurs et il dit qu'on est en train de toucher la centaine. C'est un obstacle. C'est un truc une étude que je suis en train de préparer. Les obstacles de l'essor de l'édition scolaire dans l'espace francophone d'Afrique. Cas du Sénégal. Mais un premier cas, c'est la prolifération d'entreprises qui n'ont pas suffisamment de moyens. Et la présence dans les commissions que j'ai eu à faire, c'est que nos entreprises d'édition scolaire ne sont pas compétitives par rapport aux critères de la compétition internationale. Point. Un premier obstacle. Parce que pour être compétitif, il faut avoir une capacité technique et une capacité financière. Et j'ai parlé, quand une centaine de maisons d'édition, la majorité attend le fonds d'appui à l'édition, je dis qu'il faut bien peser les mots. C'est un fonds d'appui, ce n'est pas un fonds de substitution aux efforts et à l'effort, à la capacité de l'éditeur. C'est cet obstacle-là, pour le résoudre, je pense qu'il faut aller vers les conclusions ou recommandations d'une étude récente sur les faiblesses de l'édition au Sénégal, du point de vue scolaire. Aller vers des consortiums accompagnés. Et le fonds d'appui à l'édition, à mon avis, peut accompagner la mise en œuvre de consortiums compétitifs. Et l'autre problème, c'est que la lecture aussi développe l'édition. Bon, on dit que nos élèves lisent, mais la grande question que je me pose, qu'est-ce qu'ils lisent réellement à partir des supports multimédia? Parce que la lecture apporte la qualité, certes, dans l'espace scolaire, mais elle peut apporter le diable. Lire, c'est aller à la rencontre d'une pensée, d'une idéologie. Cette idéologie peut être mal intentionnée, comme elle est bonne. Et quand on dit que les élèves ne lisent pas, je sors d'une étude avec la coopération française sur les bibliothèques scolaires, qu'est-ce qui fait obstacle à la lecture. Mais pour moi, les écoles que j'ai visitées n'ont pas de bibliothèque. Déjà, quand il n'y a pas de bibliothèque, ce n'est même pas la peine de se demander est-ce qu'on lit. Et à ce niveau, la solution que je préconise, il faudrait que le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture, en partenariat étatique, affrontent ce problème d'écoles. C'est la grande majorité d'écoles qui n'ont pas de bibliothèque. Ils n'ont pas de bibliothèque. Elles n'ont pas de bibliothèque. Et la proposition que je fais, c'est aller vers un approvisionnement durable, que ça soit une option politique. Là aussi, on constate qu'il y a des déficits du côté de l'État. La volonté de développer l'édition doit être une volonté réaffirmée d'abord au niveau politique. C'est un peu trop facile de dire que c'est des appels internationaux. Le Sénégal a connu l'ATA-MD qui était financé par le Fonds nordique. Mais ça a été négocié pour que ça soit exclusivement des appels à concurrence nationale. C'était avec un partenaire extérieur. C'est dans la négociation, il faut que l'État aille jusqu'à ce niveau pour convaincre les partenaires de la nécessité de se soucier un peu aux nationaux. Et ça, c'est du point de vue volonté politique. C'est une chère Ahmed Tidiane, paix à son âme, qui disait que volonté, moi, sangoudjikoyi. Mais pour volonté, c'est déficité. Le problème là, on l'évoque. Moi, j'ai l'impression, quand je venais et quand j'écoute, que j'ai l'impression que pendant 10 ans ou plus, que je suis dans l'édition scolaire, dans toutes les rencontres et ateliers, c'est les mêmes questions et les mêmes problèmes qu'on soulève.
ça veut dire que la volonté d'aller trouver des solutions, cette volonté est déficitaire. Il faut aller au niveau politique l'attiser. Et l'expérience que le système a connue dans le programme ATAD MD, Elhadji Momar Samb est là, on l'a copiloté ensemble. Assistance technique à l'approvisionnement durable en matériel didactique, c'était à coût de milliards avec un fonds étranger, mais qui a accepté que ça soit octroyé exclusivement aux nationaux. Donc, pour régler ce problème-là de faiblesse des éditeurs, il faut une volonté officielle affirmée. Moi, j'ai eu à échanger avec des autorités, mais je me rends compte que je me suis posé à quand on va aux solutions. Parce que j'ai vu dans l'ancien Parlement des députés de la commission culturelle qui ignorent la problématique de l'édition. Ils ne peuvent pas en parler. On voit des conseillers du chef de l'État en haut lieu qui ignorent ces problèmes. Et la question que je me pose, à quand la solution? Si l'autorité qui doit décider n'a pas une information assez maîtrisée sur la problématique. Et je vais terminer, comme c'est l'heure, pour dire que, en solution, faisons revenir l'option d'approvisionnement durable et politiquement essayer de convaincre les bailleurs qui interviennent dans notre pays. Ils ne le font pas par bonté. Ils le font pour des raisons de politique de développement de chez eux. Ah oui. Il faudrait aussi que s'ils viennent ici pour financer, parce qu'à côté, on veut de nos poissons, de la pêche, à côté, on veut de notre pétrole ou de notre gaz, mais il faut leur dire que, attention, on a des maisons d'éditeurs et l'édition fait partie aujourd'hui de la représentation diplomatique au niveau international. Il faut des politiques d'accompagnement et de développement de nos éditeurs. C'est un problème politique, je termine sur le dernier. C'est que monsieur Lo, le directeur, l'a bien dit, et c'est tellement bien dit que je peux ne développer. C'est la question des droits d'auteur. L'autre jour, un auteur, très brillant auteur, en manuel scolaire, m'a appelé. Il me dit, il est dans les régions. Désormais, ne me parle plus de manuel scolaire. Je ne suis plus auteur, je n'écris plus. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup été dribblé par des maisons d'édition. Et si on va dans des collaborations qui découragent l'auteur, vous voyez que c'est un péril pour l'édition dans le futur. L'auteur doit être motivé. Et la première motivation, c'est le respect de ses droits. Et moi, je termine sur ça en félicitant les NEA. Quand la directrice des NEA m'a appelé un jour pour me dire « Tu as des trucs d'auteur ici ?» J'étais étonné. Je me dis « Mais c'est la première fois qu'on m'appelle sur ces droits. » Et pour terminer sur la lecture, il faut dire que moi, je suis de ceux qui... Je suis enseignant aussi. Que la lecture à l'école ne peut jamais être une lecture non orientée. Et c'est un philosophe penseur sur la lecture qui disait, à l'école, quand la lecture prend froid, les autres disciplines claquent des dents. Aujourd'hui, toutes les disciplines claquent des dents. Parce qu'en réalité, cette compétence, elle est bafouée et déficitaire. Merci beaucoup. Quand je termine sur ça, un exemple, dans une école, je me suis dit, enfin, je ne vois que les enseignants ne lisent pas. Mais quand je vois au fond un enseignant concentré à la récréation sur sa table, avec un bic en train de lire et de noter, je me suis dit, enfin, je trouve le bon oiseau. Mais quand j'arrive auprès de lui, je vois qu'il lisait du PMU. Ah. Merci. Je voudrais remercier les différents intervenants. Avant de lever quand même, me donner la parole en tant que modérateur parce que j'ai été la casquette de M. Lo. Voilà.
pas. Mais Madame le professeur, vous m'avez J'ai deux petites choses. En 15 secondes. Deux petites choses. Je ne suis pas sûre que les jeunes lisent. Quand on les voit les yeux rivés sur l'écran, ils ne lisent pas. Souvent, ils sont dans les jeux. Mais en même temps aussi, il y a des découvertes intéressantes. Je vois mon neveu de 10 ans, 8 ans. Un jour, il est venu me parler de Léonard de Vinci. Je lui ai dit, comment as-tu découvert Léonard de Vinci? Il me dit, par Internet. Et j'avais obligé son père à venir, justement, à l'amener à l'exposition ici, au musée, pour voir Léonard de Vinci. Il y a parfois des bonnes surprises. Mais comment moi j'ai eu le goût de la lecture? J'avais une institutrice très pédagogue qui s'appelle Sofietou Mbodiagne, elle est toujours là. Et Sofietou, chaque matin au CP, elle prenait le livre « Lisons de belles histoires ». Elle lisait et nous étions obligés de mémoriser l'histoire. Et le lendemain matin, à la première heure, avant de lire une autre histoire, qu'est-ce qu'on faisait? Elle nous demandait de raconter ce qu'on avait entendu hier. Et c'est comme ça qu'on a eu le goût de la lecture, ce qui nous avait poussé à voir les contes d'Andersen, Cendrillon, etc. Et jusqu'au jour où je vous parle, je relis Le Clélière, je relis Le Petit Dent, je relis La Famille Diawara, parce que ce sont des lectures qui m'ont marqué dans mon enfance et je n'arrive pas à me défaire de ces lectures. Je pense qu'il faut, c'est pas notre langue tout ça, mais il faut amener l'enfant véritablement à aimer la lecture. Et il y a différentes manières. Et je termine sur une autre chose. Il faut créer l'événement autour du livre. Il faut qu'il y ait une association entre les libraires et les éditeurs pour créer l'événement, être très imaginatif, avoir, même s'il le faut, du folklore autour, les conteurs, les Babacar Baïndak, et puis introduire le livre d'une certaine manière pour inviter les enfants à aller dans les écoles. Je pense qu'on peut être imaginatif et imposer les livres parce que nous avons besoin du livre. Voilà. Merci, professeur Fernando. Je me donne la parole. J'enlève ma casquette de modérateur pour prendre la casquette que tout le monde me connaît, c'est-à-dire l'éditeur. Je vais commencer par essayer de répondre au professeur Abdoulaye Iman Kane, qui, dans le précédent panel, posait la question des lignes éditoriales dans les maisons d'édition. Je crois savoir que chacune des maisons d'édition a une ligne éditoriale, même chez les éditeurs grand public, comme les NEAS, comme nous. Vous avez juste derrière vous Mme Antoinette Falcorea, qui ne fait que de l'édition jeunesse. Et l'objectif de cette édition jeunesse, c'est de faire en sorte que les enfants aient une nouvelle vision, en fait, aient une manière de voir notre société dans laquelle nous évoluons. J'ai un certain nombre de titres, Marodi et autres, que les éditions BLT ont fait. À côté d'elle, il y a la co-directrice des éditions Nara, qui s'intéresse à la littérature adolescente. Si nous prenons par exemple, chez nous à l'Harmattan Sénégal, par exemple, nous sommes une maison d'édition généraliste. Mais le fil conducteur, la ligne éditoriale de l'Harmattan Sénégal, c'est l'édition scientifique. Et aujourd'hui, je suis en fait heureux de constater qu'en 13 ans, nous avons réussi à inverser une tendance. En 2009, quand nous installions ici, quand j'ouvrais cette maison d'édition, l'essentiel, c'est-à-dire tous les manuels avec lesquels les étudiants, par exemple, de la faculté de droit travaillaient, étaient des manuels qui étaient importés. Aujourd'hui, à 90%, en tout cas 100% dans le premier et le deuxième cycle, les manuels avec lesquels travaillent nos étudiants à la faculté de droit sont des manuels qui sont édités par les enseignants qu'ils ont en face d'eux. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Et d'un autre côté également, il y a des maisons d'édition, par exemple, qui refusent catégoriquement, par exemple, d'éditer un livre qui dénonce l'État, quel que soit le régime. Mais nous, au niveau de l'Harmattan Sénégal, quand même, nous faisons aussi une obligation, quelque part, quand il y a un auteur sénégalais qui commet un livre dans lequel il n'y a pas de diffamation,
mais qui met sur la place publique un certain nombre de questions qui peuvent faire évoluer notre société, nous n'avons pas du tout le droit de censurer ces auteurs. Pour essayer d'amener quelques éléments de réponse au président, c'est-à-dire au ministre Abdoulaye Limane Kane. La question de l'édition, ma conviction, elle est que nous ne pouvons rien faire de bon dans le domaine de l'édition sénégalaise si nous ne nettoyons pas nos écuries. Et pour pouvoir nettoyer nos écuries, je mets en commun un certain nombre de notions qui ont été évoquées. La question de la solidarité, la question de l'entente. Il faut que nous réussissions à mettre en place un groupement, un syndicat, une association, mais extrêmement puissante, qui puisse prendre à bras le corps les vraies questions de l'édition. Au niveau de l'association des éditeurs sénégalais, il y a un certain nombre de choses qui se font. Mais ce n'est pas dire, en continuant à évoluer tel que notre association évolue, dans 20 ans, nous serons là encore à poser les mêmes questions. Et je pense que, même dans le cadre de cette association, nous avons je pense que dans le domaine éditorial, on doit être 3 associations. Il faut que nous réussissions à nous mettre autour d'une table, mettre de côté nos différents égos, poser les règles sur lesquelles nous devons nous entendre pour essayer, avec l'appui bien évidemment de l'État, avec cette loi sur le livre qui est attendue. J'ose espérer que la presse a eu sa loi. Nous aussi, dans le domaine du livre, nous aurons notre loi pour essayer de nous retrouver, de poser les véritables questions, de poser un certain nombre de critères. Il y a des gens qui sont passionnés, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils sont frustrés, ils ont créé leur maison d'édition. Il y en a d'autres qui ont entendu que le directeur du livre est très généreux, qu'il a beaucoup d'argent à distribuer. Ils sont venus. Maintenant, la question est de savoir l'argent que distribue la DLL. Mais c'est l'impôt des Sénégalais. Pour que cet argent puisse servir, il faut que cet argent puisse servir utilement. Et en cela, c'est à nous, acteurs, qui devons aller dans le sens d'aider pour, en fait, nettoyer, faire venir les autres, obliger les gens à aller apprendre. Il y a une licence professionnelle qui est là, qui est disponible au niveau de la faculté des lettres et qui est accessible. Moi qui suis imprimeur, en même temps, on nous apporte parfois des livres à imprimer. J'étais obligé de recruter, tenez-vous bien, quelqu'un qui doit s'occuper de mettre en page, parce qu'en tant qu'éditeur, je ne veux pas, même si il me donne de l'argent pour pouvoir imprimer, je lui dis non, ce livre-là ne doit pas être imprimé et se retrouver entre les mains de quelqu'un. Ça aussi, dans ce consortium, nous devons pouvoir élargir, créer une sorte de syndicat des acteurs du livre, dans lequel syndicat nous aurons les éditeurs, nous aurons peut-être les libraires, et puis en tout cas tout autre acteur qui gravite autour du livre. Mais tant que nous ne ferons pas cela, nous ne pourrons pas du tout parler d'une seule et unique voix, que l'État qui est en face nous puisse nous entendre. La question des manuels scolaires, on en a parlé. C'est simplement une question de négociation. Quand le président de la République nous dit que c'est la Banque mondiale qui finance, si nous avions une association assez puissante qui puisse être consultée par l'État avant de prendre un certain nombre de décisions, nous aurons pu faire comprendre à l'État que dans les négociations, il faut poser vos conditions. Si l'État ne veut pas du tout maintenant nous entendre, on leur demande de garder cet argent de la Banque mondiale ou d'autres institutions. Parce que rien n'est gratuit, tout se donne en condition. La question de la difficulté d'aller en association, ce n'est pas quelque chose qui est unique et spécifique à l'édition. C'est l'entrepreneur, les entrepreneurs sénégalais qui ont cette difficulté. Tous ceux qui ont essayé d'aller en association, dès que l'affaire commence à marcher, ils se sont cassés la gueule. La belle aventure de Wari, elle est où? C'est une aventure qui était partie simplement parce que des gens s'étaient mis ensemble pour pouvoir travailler. Mais quand les choses ont commencé à marcher, il y en a toujours un qui se croit le plus malin que l'autre. J'ai donné cet exemple de Wari, mais dans tout le milieu, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans... Aujourd'hui, pourquoi nos commerçants peinent à se mettre ensemble pour créer des grands centres commerciaux, comme Auchan et autres? Ça aussi, c'est une difficulté que nous devons tenir en compte. Et pour embrayer sur cette question
de l'édition. On me dit que c'est fini, mais je voudrais quand même terminer par rassurer. Par rassurer, je vous ai écouté quand même pendant 1h30. C'est cette question du numérique dans l'édition. On la ramène généralement au fait de rendre le livre numérique soit un EPUB ou bien un PDF, ou en tout cas que ça puisse. Mais le numérique est beaucoup plus large que ça dans le domaine de l'édition. Si je prends notre expérience aujourd'hui, la dernière en date, je suis très fier quand même de vous annoncer que nous venons de développer une application qui sera disponible dans quelques jours sur Apple Store et sur Android. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que actuellement, on ne peut pas sur votre téléphone. Quand vous ouvrez, ce sont des applications que vous avez. Aujourd'hui, vous allez tout de suite chercher Harmattan Sénégal dans dans Play Store ou dans Apple Store la semaine prochaine. Vous trouverez, vous avez envie de commander un livre, vous le commandez, on a la possibilité de vous le livrer chez vous. On est présent sur tous les réseaux sociaux avec une équipe qui s'occupe de gérer, en fait, d'animer ça, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Et pour ne rien vous cacher, les résultats de ça, on le voit. Et on essaye, en fait, d'évoluer dans le cadre de notre temps. Et je pense quand même et nous lançons en même temps, parce que c'est une application qui est convertible en site e-commerce. À côté du site de la maison d'édition, nous venons de lancer aussi un site e-commerce, harmattan.com. Pourquoi? Parce que quand on observe comment marchent les affaires, on se rend compte que d'ici 15-20 ans, nos librairies classiques et traditionnelles n'existeront pas telles qu'elles existent maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer à cela. Allons dans le sens de nous mettre ensemble. Essayons de faire en sorte que les 50 ans d'Énéas puissent être un nouveau départ. Pourquoi? Parce que c'est la maison mère de l'édition dans notre pays. Nous avons pris 48 heures, nous allons continuer à débattre là-dessus. Allons dans le sens de tirer en fait toutes les conséquences de ce qui a marché, aussi bien pour l'Énéas et que pour nous autres éditeurs de la place. Et évitons de nous tirer entre les pattes. Et la question, c'est par là que je termine et vous remerciez vous tous, c'est que les auteurs font partie de notre environnement. Il n'y a pas d'éditeur sans auteur. Il n'y a pas d'éditeur sans auteur. Allons dans le sens, c'est difficile, je suis tout à fait d'accord, mais aussi peu que nous devons aux auteurs, faisons en sorte que nous jox leen ko. Le directeur a utilisé un terme, day barkel suñu liggéey, mais c'est extrêmement important. Faisons-le. Je suis très content de savoir que Madame Si appelle parfois ses auteurs pour leur dire. Et en fait, ce sont des choses qui ne se répètent pas. La dernière fois, moi, j'ai demandé à mon comptable de faire le bilan. C'est-à-dire, je me suis rendu compte quand même que, mine de rien, les 4 dernières années, je ne sais, on a distribué quand même à peu près 100 de millions de droits d'auteur. Rien qu'à l'Harmattan Sénégal. On a distribué, et là je suis en train de faire le point, parce que je dois quand même, à la vérité, nous on a bénéficié depuis quelque temps de la subvention du fonds d'aide à l'édition. Il faut qu'il y ait, qu'on rende compte de l'argent que nous recevons. Nous avons reçu de l'argent, on a fait des livres, les auteurs, voilà ce qu'on leur a donné. Je suis en train de faire le point, monsieur le directeur, c'est une information que je vous donne, mais vous ne serez pas du tout. Peut-être qu'il y a toujours des gens qui seront frustrés. On ne reçoit pas, mais quelque part, je dis que les livres qui se vendent quand même reçoivent leurs droits d'auteur. Sur ce, je suis obligé de lever la séance. C'est l'heure de la prière. Oui. Oui, mais on va continuer le débat. De toute façon, on fera en sorte, Aminta, que nous nous retrouvions. Merci beaucoup.